Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Benjamin Viaud est né dans le Val d'Oise, en région parisienne, et c'est là qu'il vit et travaille encore aujourd'hui. C'est dans une famille de profs qu'il a fait son entrée dans le monde, et c'est peut-être cela qui l'a prédestiné à rester au contact de l'éducation et de la formation. Il a été un petit peu prof lui-même, d'abord de volley-ball, puis de maths en dispensant des cours particuliers, et également un petit peu dans le supérieur. Adolescent, il voulait être Thierry Gilardi, journaliste et commentateur sportif spécialisé dans le football sur Canal+, et qui nous a quittés en 2008. Finalement, le destin de Benjamin s'est orienté vers d'autres horizons que ceux du sport. Il est le cofondateur de Benelux, le célèbre ENT, et d'EdTech France, dont l'objectif est de rendre la technologie utile à l'éducation et à la formation. Benjamin est un insatiable, un touche-à-tout passionné et un transmetteur d'enthousiasme, mais aussi un cuisinier et un gastronome accompli. Et c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Benjamin Viaud, bonjour. Bonjour Christophe. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner ? Eh bien, le week-end, je m'autorise à sortir le beurre. C'est quelque chose que j'ai banni de mon petit déjeuner de la semaine et mon plaisir du week-end, c'est une vraie tartine d'un bon pain au levain bien grillé, beurre et la confiture que ma chère maman continue de me fournir. On a un système de consigne assez efficace avec ma mère, c'est-à-dire que je termine le pot, je lui ramène vide, elle m'en donne un plein. Et donc ça, c'est mon petit plaisir du week-end. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Benjamin ? Banal. C'était l'enfance, somme toute, tout à fait traditionnelle, heureuse, dans une famille aimante, dans une commune sans histoire de la banlieue parisienne. J'en ai plutôt un bon souvenir. Et au niveau de votre scolarité, quel a été votre meilleur souvenir en tant qu'élève ? Mon meilleur souvenir en tant qu'élève? Alors, j'adorerais dégainer une image d'Épinal d'un fameux voyage scolaire qu'on aurait pu faire ou d'une sortie. La vérité, c'est que je crois que je n'ai jamais fait de voyage scolaire et que j'ai dû faire une sortie dans toute ma scolarité au secondaire. Je vais élargir au scolaire. Je pense finalement que un bon moment évidemment, et peut-être le plus important, c'était la rencontre avec Aymeric et Ludovic avec lesquels j'ai fondé Benelux. Alors, on était en prépa à l'époque, donc je considère que c'est peut-être mon meilleur souvenir en scolaire. Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent ? Calme. Alors, quel genre d'adolescent? J'aimais bien être avec les grands, c'est-à-dire que pouvoir exercer aussi un peu de répartie, pouvoir tester un peu ce qu'on valait, même presque socialement. Donc, peut-être que les professeurs pouvaient me voir comme un bon élève, parfois un peu impétueux, sarcastique par moments. J'étais plutôt ce genre-là, oui. Prof, etc. En quoi cette période de l'enfance, puis plus tard de l'adolescence, a influencé le choix du métier ? Là, je vais mettre des guillemets. Le métier de fabricant d'outils numériques pour les enseignants, je ferme les guillemets, que vous exercez aujourd'hui. On dit que les chiens ne font pas les chats. C'est vrai que à la maison, ça parlait salle des profs. Hein. Donc c'est sûr qu'on baigne dans un univers et puis les profs se fréquentent entre eux. Donc quand nous allions le samedi soir chez les amis, généralement c'était une tablée de profs. Donc il y a quand même un climat, je pense, qui influence tout ça. Et mon papa, sur ses 20 dernières années de carrière, s'occupait d'une association qui existe encore, je crois, qui s'appelait l'EPI, Enseignement public et informatique.
Et moi, je me souviens d'avoir passé des vacances dans les bureaux de l'EPI à traîner au milieu des ordinateurs, des logiciels éducatifs qui fournissaient à l'époque beaucoup pour les écoles maternelles, à faire les copies des disquettes et tout ça. Donc, je crois qu'il y a quand même un champ d'influence qu'il ne faut pas négliger. J'ai parlé tout à l'heure de Thierry Gilardi. Oui. Alors, vous êtes plutôt OM ou PSG ? Cette question est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des effets de mode. Mon papa était supporter de l'Olympique de Marseille et c'est vrai que un de mes premiers souvenirs vibrants mais lointains, c'est cette fameuse finale de Ligue des Champions en 1993. J'ai 8 ans. Et pour la première fois, j'ai eu le droit de voir le match en entier. C'était un vrai acquis. Parce que normalement, on regardait la première mi-temps et puis après, on allait se coucher. Et puis dans la cour, le lendemain, tout le monde faisait semblant d'avoir vu le match. Donc, on se racontait tout ce qu'on n'avait pas vu. Mais bon, à l'arrivée, ça reconstruisait une histoire. Et si la légende est plus belle que la réalité, il vaut mieux imprimer celle-ci. Donc, c'est le premier grand souvenir de foot, c'est celui-là. Je dirais, voilà, s'il fallait choisir un camp, je choisirais celui de l'Olympique de Marseille, mais je me considère pas supporter. Sinon, vous avez une autre alternative, c'est l'OGC Nice. Alors, je vois à peu près d'où ça peut venir, Christophe. Je pense que la remarque est intéressée. Alors, Benelux est aujourd'hui un ENT qui remporte un très grand succès auprès des enseignants du premier degré. Quelle est la genèse de ce projet ? C'est très ancien maintenant. C'était il y a une douzaine d'années. Nous étions avec Emeric à l'époque en école d'ingénieur. On devait faire notre stage d'avant-dernière année. Et on a un parcours tout tracé dans ces écoles-là, c'est-à-dire qu'on est destiné aux grands cabinets, aux grandes boîtes de consulting, les IBM, Sopra, Accenture, Atos et compagnie. On s'est dit, on a toute notre vie pour faire ça. On testerait bien un truc par nous-mêmes. Et puis, au fond de nous, on se disait, ce sera peut-être probablement un peu plus tranquille. Et en cherchant à bricoler des idées, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire et qu'est-ce qu'on sait faire, on s'est dit, tiens, peut-être un service pour les écoles qui permettrait de faire la correspondance scolaire. À l'époque, c'était ça. Où, on est en 2008, donc 2008, il fallait installer des logiciels sur les ordinateurs. Facebook commençait à peine à arriver en France. Nous utilisions MSN, Skype, il fallait des comptes La Poste et tout ça. On s'est dit, quelque chose qui marcherait en ligne et qui permettrait un usage direct par les élèves, sans plein de comptes à créer par la maîtresse, modérable, ça peut trouver son public. On a présenté ça à l'équipe TIS à l'époque du Val d'Oise, qui nous a reçus, on trouvait ça parfaitement normal, à l'inspection, ils étaient 14. Quand je vois aujourd'hui ce que c'est que d'obtenir un rendez-vous avec une équipe numérique, ils ont dit « mais c'est intéressant ce que vous faites, ça ressemble à un ENT ». Alors avec Emeric, droit dans nos bottes, on a dit « évidemment, on n'a jamais entendu parler d'ENT ». Et après, le défi nous a piqué et le temps d'un été, on a travaillé, mais alors vraiment d'arrache-pied, alors qu'on pensait être tranquille, pour par fierté avoir quelque chose qui pouvait tourner, un proto à la rentrée scolaire de septembre. Et donc, on a mis ça dans quelques écoles valdoisiennes sur notre dernière année d'études. Et puis, notre dernière année d'études était consacrée à l'entrepreneuriat. À l'époque où l'entrepreneuriat étudiant était vraiment balbutiant. Puis on s'est dit, à quoi bon inventer un produit ? On en a un, on l'aime bien et tout. Si on lui donnait sa chance, on avait 23 ans à l'époque, on risquait rien. On s'est dit, allez, c'est le moment, on fait le grand saut. Voilà, c'était il y a 12 ans et j'y suis encore. Vous avez une idée du nombre de classes qui utilisent Benelux au quotidien en ce moment ? C'est assez difficile à dire au quotidien, d'autant plus qu'on a retiré... avec le concours des délégués à la protection des données, la plupart des trackers qu'on avait sur la plateforme. Donc, on a des données moins qualitatives qu'avant. On a peut-être entre 60 et 70 000 classes qui seraient abonnées cette année. C'est l'ordre de grandeur. Prof, etc. Alors, de quelle manière faites-vous évoluer l'outil ? Est-ce que vous associez des profs à vos équipes de développement ? Il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au départ, finalement, assez peu de profs, mais beaucoup de ce qu'on appelle en mauvais langage startup des early adopters, c'est-à-dire des gens un peu technophiles qui aiment la nouveauté et qui se lancent là-dedans. Donc, au tout début, on a beaucoup conçu avec ces gens-là. Certains sont devenus RN depuis. Et alors, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a affaire à des gens engagés,
compétents et qui savent aussi parler notre langage. C'est-à-dire à l'époque où nous, on avait vraiment un langage d'ingénieur, on n'avait jamais fréquenté les écoles. Ça aussi, c'est limite. C'est-à-dire que ce 2% de personnes très technophiles, touche à tout, c'est un public aussi assez versatile, qui passe d'une chose à l'autre et qui exprime des besoins qui finalement ne sont pas les besoins de l'enseignant commun. J'ai envie de dire qui constitue peut-être 70% de la troupe. Donc ça fait prendre des faux virages aussi parfois. Donc on a essayé de trouver des postures d'équilibre. Et après, on a fait pas mal de mauvais choix, souvent. C'est-à-dire qu'on a un cadre réglementaire aussi dans notre activité des espaces numériques de travail qui est fourni par le ministère. Alors, on appelle ça le SDET, le schéma directeur des espaces numériques de travail. Je veux pas être trop technique, mais ça pour dire que ces pavés réglementaires qui ont plusieurs centaines de pages consomment un temps considérable dans les équipes d'ingénierie pour développer des services qui ne seront jamais utilisés dans les écoles, déjà parce qu'ils ont été imaginés pour le second degré et qui ne sont pas plus utilisés dans le second degré qui ne l'auraient été dans le premier. Donc, on a dépensé beaucoup d'énergie à faire des choses inutiles, longtemps, chez Benelux. Et enfin, là, sur cette fin 2021 et ce début d'année 2022, là, on redémarre avec des choses plus franches là qu'on est en train de concevoir pour les écoles, justement avec beaucoup de retours, cette fois-ci de vraies classes, d'enseignants, d'élèves, de parents, de conseillers pédagogiques. Et donc, on va simplifier beaucoup ce qu'on fait, essayer d'être plus évident, plus efficace, et vraiment, vraiment, vraiment en gardant ce tropisme. Alors, ce truc qui nous intéresse, nous, c'est de mettre l'élève en activité sur la plateforme. C'est facile à dire, c'est difficile à réaliser. Et nous, on est assez contents de voir encore cette année que plus de 70% de ce qui est fait sur notre plateforme est fait avec un compte élève. Et c'est vraiment la dimension qu'on va chercher à amplifier, à renforcer. Donc, bon, certes, on va servir les besoins des parents et des profs là, à très court terme, mais après, on va vraiment mettre le paquet pour les élèves qui soient tellement contents d'utiliser Benelux School à l'école. Dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à présenter Benelux ou d'autres produits sur lesquels vous travaillez. Qui dit présenter dit prise de parole en public. Oui. Et c'est justement un domaine que vous avez enseigné. Est-ce qu'il existe des clés pour prendre la parole en public ? Je crois que oui. Il en existe et c'est effectivement un cours que j'ai conduit pendant 4 ou 5 ans en école d'ingénieur. Alors, sous prétexte de marketing pour les ingénieurs, mais l'école était vraiment venue me chercher sur cette partie-là où on est dans des carrières où il s'agit quand même très souvent, pas nécessairement de se vendre, mais de vendre ses réalisations. On travaille dans une équipe, l'équipe produit un boulot souvent important, et il faut rendre hommage à ce travail-là, et ça s'apprend. Et effectivement, la prise de parole en public, il y a quelques clés, c'est de réussir à trouver une accroche captivante. On ne démarre pas tant que les gens n'ont pas levé le menton de leur godasse, de leur téléphone, d'essayer d'être le plus concret possible, d'amener des exemples de la vie réelle. Et surtout, je crois que toutes les prises de parole en public doivent se préparer, quel que soit le niveau d'expérience et le talent. C'est de dire, cet instant-là qui m'est confié auprès de ces gens, j'ai 2 responsabilités. La première, il faut que je sois efficace. Donc, que je prépare un message. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de mon intervention ? Ça, c'est une responsabilité interne. Et on a une deuxième responsabilité qui, je crois, est parfois oubliée, qui est une responsabilité externe, qui est, j'ai 100 personnes, 200 personnes dans cette salle, ils me confient leur temps, il faut qu'ils passent un bon moment. Et donc, quand on assemble tout ça, eh ben, ça oblige à préparer le fond, la forme, un peu de mauvaise foi, des anecdotes, des exemples, et puis on passe le meilleur moment possible et on tente d'être mémorable. Donc oui, c'est une activité que j'aime bien et qui se prépare et qui est tout à fait angoissante. Je veux dire, on a toujours un petit peu la boule avant d'arriver devant une grosse salle. J'ai eu la chance justement de vous rencontrer cette semaine dans le cadre d'une formation autour de l'intelligence artificielle au service de l'enseignement. Vous nous avez présenté Navi, un outil pour que ce soit acquis pour la vie. Comment vous pourriez pitcher Navi ? Navi, c'est une plateforme pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture au cycle 2, donc CP, CE1, CE2.
Navi, c'est un produit qu'on a créé toute pièce avec une entreprise qui s'appelle Domotio, qui est le spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation et qui a une base toute simple qui est dès lors qu'on apprend quelque chose, l'oubli commence. Et ça, c'est vrai évidemment dans notre vie d'adulte, mais c'est encore plus vrai dans une vie d'élève où on consacre une partie importante de sa journée à apprendre. Et en réalité, qu'est-ce que fait la classe ? La classe conduit des apprentissages, on s'entraîne, on évalue les élèves, et puis après, on doit passer à autre chose. Et à partir du moment où on passe à autre chose, l'oubli démarre sur ce qu'on vient d'acquérir. Eh bien, Navi propose à l'enseignant de lutter contre l'oubli en organisant de façon individualisée des activités de mémorisation pour chacun des élèves, pour toutes les compétences qu'ils ont acquises. Donc concrètement, je suis un élève de CP, je viens d'acquérir la compétence sur le son NIE, par exemple. Et puis après, on va passer à autre chose. L'enseignant dit à Navi, j'ai tous ces élèves-là qui ont acquis la compétence. Et Navi va dire à l'enseignant, Lucas, il mériterait de faire une activité de mémorisation sur cette compétence le 17 décembre. Pour Lucie, c'est plutôt le 21 décembre. Pour Amine, ça va être plutôt le 22 décembre. Parce que Navi, avec son intelligence artificielle, connaît les élèves et réussit à déterminer leur profil de mémorisation. Et donc, l'enseignant a ce grand planning de mémorisation pour sa classe. Et en plus, Navi propose à l'enseignant les fameuses activités qu'il n'aura pas à chercher lui-même. Donc, si on est concret, une activité de mémorisation, qu'est-ce que c'est ? On pose à l'élève une seule question sur une compétence qu'il maîtrise, donc on le met en situation de réussite, et l'élève doit répondre. Et en faisant ça, on réactive sa mémoire. Et ça, on va le faire plusieurs fois dans l'année, à des délais de plus en plus allongés. Donc peut-être qu'on va démarrer à J+2, puis ensuite J+40, etc. Et donc Navi permet cette nouvelle activité en classe de cycle 2 qui est d'organiser la mémorisation dans la classe. C'est pour ça qu'on dit qu'avec Navi, c'est acquis pour la vie. On sent bien que tout ce qui touche à l'éducation et à la technologie vous passionne en permanence et on comprend mieux comment vous avez également été amené à cofonder EdTech France. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ? Alors bien volontiers, puisque cela mérite d'être connu. Alors EdTech, de toute façon très simple, ce sont les technologies de l'éducation, tout comme il existe les biotech dans la biologie, les fintech dans la finance, les medtech dans la médecine, agritech dans l'agriculture. Donc nous sommes des entreprises des EdTech, donc des technologies de l'éducation. On a fait le constat il y a quelques années, je parle de ça fin 2017, 2018, que notre filière, en tant qu'entreprise, j'entends, était plutôt mal représentée. C'est-à-dire que tout le monde y allait de son petit message, essayait d'avoir son rendez-vous au ministère, auprès des pouvoirs publics, faisait une communication. Est-ce qu'il faut révolutionner l'éducation ? En fait, non. Moi, je crois que si. C'est l'éducation, l'enseignement. Puis c'est quoi la techno ? Et puis les écrans. Enfin, il y avait tout un champ de sujets qui commençait à arriver dans le débat public et qui avait besoin d'être structurés. Et donc, à quelques-uns, là, entrepreneurs des EdTech, plutôt en vue chacun à cette période-là, on s'est dit, on est mal représenté, créons quelque chose qui nous représenterait. Donc, en travaillant d'abord à un manifeste, puis à convaincre aussi nos collègues entrepreneurs, la vie d'entrepreneur, elle est riche. C'est-à-dire que s'investir dans du temps associatif, c'est un luxe qu'il faut justifier. Ça a convaincu d'abord 30, 40, puis 180 entrepreneurs. Donc là, on s'est dit, on tient quelque chose dans un pays aussi peu structuré sur les technologies de l'éducation qu'est la France. On tient un truc. Donc, on a créé cette association en 2018. J'en ai assuré la première présidence pour 2 ans, puisque statutairement, on est président 2 ans et on n'a pas le droit de se faire réélire, justement pour éviter le pantouflage. Et l'association compte aujourd'hui 380 entreprises adhérentes, des dizaines de partenaires que sont des universités, des grandes écoles, des collectivités territoriales, la Banque des territoires et compagnie, et qui est représentée au quotidien par une déléguée générale, Anne-Charlotte Monneret, qui est donc notre salariée chez EdTech France et qui est en charge de porter notre parole. Et c'est un univers qui est passionnant parce que j'ai adoré monter ça avec mes collègues entrepreneurs. Ça a permis de décloisonner beaucoup de choses. Moi, je connais bien le primaire, je le revendique. Mais néanmoins, le scolaire, ça ne s'arrête pas au primaire. Il y a évidemment le secondaire. Mais en réalité, on peut dézoomer encore. Vous avez le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Et on se rend compte qu'en France, les grosses entreprises des tech sont vraiment uniquement concentrées en formation professionnelle.
Et ça démarre un peu pour le supérieur. Et il n'y a aucune grosse boîte en scolaire. C'est-à-dire la plus grosse fait à peine quelques dizaines de salariés. Nous sommes epsilon à l'échelle mondiale quand on se compare à des entreprises étrangères. Mais en tout cas, le secteur commence à gagner de l'intérêt et à se structurer. Et donc, on est assez content de ça. Donc, je vous invite à aller découvrir EdTech France. Vous pourrez découvrir 380 entreprises françaises qui fournissent des technologies pour l'éducation. Prof, etc. Aujourd'hui, la technologie au sein de l'école devient lentement une réalité. Pour vous, ce serait quoi une école idéale, une école dans laquelle il y aurait de la technologie et dans laquelle vous aimeriez voir vivre vos enfants? Alors pour moi, l'école idéale, la réponse, elle n'est pas technologique finalement. Je prends un risque. Pour moi, l'école idéale, c'est l'école qui est managée. C'est-à-dire qu'on est le dernier pays de l'OCDE qui n'a pas de directeur dans une école primaire. Enfin, il y a un directeur qui a ce titre-là, mais qui a grosso modo une mission administrative vis-à-vis de la circonscription et un peu de représentation, mais qui typiquement n'est pas le supérieur hiérarchique. Et ce n'est pas un gros mot que d'être le chef des enseignants de son école. Et en fait, en s'intéressant un petit peu au marché et donc aux écoles étrangères, on voit quand même un dynamisme dans certains groupements d'écoles là-bas qui est tout à fait impossible à inculquer dans nos écoles qui sont vraiment des sanctuaires fermés à double tour où ce qui se passe à l'école reste à l'école. Et on se rend compte que d'avoir plus d'adultes dans une école, des groupes d'enfants moins denses, des enfants qui ne voient pas nécessairement le même adulte 4 jours dans la semaine, 6 heures par jour, 280 jours par an, ça a aussi ses avantages. Donc, je pense que pour moi, l'école idéale, c'est une école qui est managée, qui est plus ouverte et qui a des moyens ultra localisés. C'est-à-dire, il faut à tout prix sortir de cette loi imbécile qui confie aux municipalités le financement des écoles primaires. Ce sont deux compétences différentes. Les enseignants devraient avoir à leur main les crédits pédagogiques dont ils ont besoin pour acheter le matériel, les ressources et créer l'environnement qui leur convient et qui convient aux élèves qui connaissent le mieux ce qu'ils ont dans leur classe. On ne devrait pas avoir à quémander à la mairie. On ne devrait pas avoir des mairies qui disent je confie 18 € par élève et par an. 18 balles, hein, rendez-vous compte, c'est même pas le prix d'une salade chez Hippopotamus. Donc, on doit faire toute l'année avec ça pour un gamin. Là où d'autres communes, j'en ai vu, mettre 180, 200 balles par gamin, elles sont rares. On double les inégalités parce que ces écoles-là qui ont des moyens sont généralement dans des quartiers qui ont des moyens avec des parents qui mettent beaucoup dans la coopérative, etc., etc. Donc, on a l'école structurellement la plus inégalitaire des pays de l'OCDE. Donc, pour moi, l'école idéale, c'est une école qui a un vrai directeur, un directeur qui a des vrais moyens localisés et des enseignants qui peuvent réellement exercer leur liberté pédagogique parce qu'ils ont effectivement les moyens de la mettre en œuvre. Et après, si dans cette liberté pédagogique, Christophe, ils veulent mettre de la technologie, génial. Ouais. Mais dans ce sens-là. L'intelligence artificielle fait peur à un très grand nombre d'enseignants. Alors vous avez 180 secondes pour les convaincre, c'est à vous. Elle me fait peur aussi. Elle me fait peur à chaque fois que je ne la comprends pas et je reconnais bien volontiers que tout professionnel du numérique que je suis, il y a beaucoup de produits que j'utilise dont je ne comprends absolument pas le fonctionnement des intelligences artificielles. Donc ça, c'est un sujet qui doit devenir un sujet de société et un débat, et c'est un débat qu'on doit apaiser parce qu'il faut l'encadrer. Dans l'éducation, la nature des IA qui sont en jeu sont quand même beaucoup plus simples et les enjeux sont beaucoup plus faibles. Je m'explique. Ce qu'on fait dans Navi, par exemple, on utilise des algorithmes issus de la recherche qui sont tout à fait conventionnels, qui dit un élève qui maîtrise une compétence, si on le teste, il doit savoir répondre, si on le teste au bon moment. Et le bon moment, ça dépend de chaque individu. Et ça, l'IA, c'est une machine à faire des calculs, tout simplement. Donc, elle brasse des infos. Est-ce que c'est un élève qui habituellement réussit bien ses activités de mémorisation? Est-ce que c'est un exercice qui habituellement est réussi par des élèves qui ont le même profil que celui-ci? Et en fonction de ça, on fait des recommandations. Oui, ça s'explique très bien, c'est très simple.
ce n'est que des calculs qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent avec des machines qui sont infatigables pour calculer. On n'est pas du tout dans des choses qui guident nos vies, qui décident par où on va passer, de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va consommer au sens large, et jusqu'à même à influencer nos opinions de façon tout à fait opaque sur le long terme et dont on ne se rend même pas compte. Donc, c'est vraiment gentillet l'IA appliquée à l'éducation, parce que ce ne sont que des algorithmes de recommandation d'exercice. Donc, ça va pas très loin. Ça ne remplacera pas le prof. Si c'est ça aussi. Je ne sais pas si ça fait partie des craintes qu'on essaye d'adresser, mais la machine a une vision tellement parcellaire de cet individu qui est l'enfant, enfin qui est l'élève à l'école. L'enseignant l'a sous les yeux toute la journée. Donc, l'IA, en revanche, là où j'y crois beaucoup, et on l'observe avec Navi, peut faire gagner un temps considérable à l'enseignant sur des tâches qui ne sont pas expertes. Ouais. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire on cherche tous à utiliser de plus en plus les experts dans leur champ d'expertise. C'est tarte à la crème, ce que je raconte, mais vous voyez dans la police, les meilleurs enquêteurs ou à la PJ qui se plaignent de passer trop de temps à faire de l'administratif, c'est un problème. Les toubibs dans les services d'urgence qui remplissent de la paperasse, c'est un problème. C'est pas leur champ d'expertise. Ouais. Et finalement, dans l'éduc, c'est pareil. Le prof, on peut le décharger de tout un tas de tâches rébarbatives. Un élève qui s'entraîne à faire de la numération, par exemple, et qui a besoin de beaucoup de répétitions d'exercices, il n'a pas besoin d'avoir l'enseignant qui est derrière. Si l'enseignant, lui, il a un bon diagnostic derrière, au contraire, il peut consacrer du temps à accompagner ceux qui en ont besoin, aller chercher des modalités différentes et tout ça. Donc, je pense qu'en ça, le métier d'enseignant ne sera pas différent des autres. C'est-à-dire que l'IA va servir à aller gagner du temps sur des tâches rébarbatives qui demandent peu d'expertise. Quel regard portent vos parents sur votre travail? Je rappelle qu'ils sont enseignants. Alors, ils sont enseignants retraités depuis un bail maintenant. Je ne crois pas qu'ils auraient envie en plus de retourner en classe. Blague à part, comme tous les parents, ils sont fiers de leurs enfants. Donc, je pense que je ne fais pas exception. Objectivement, Christophe, je pense que si vous leur demandiez ce que je fais, ils ne sauraient pas répondre. Mais ils sauraient vous dire que je fais un truc avec les ordinateurs et dans les écoles et que je me déplace souvent pour ce truc-là. Ouais, c'est un résumé comme un autre. Oui. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois, Benjamin, et pour quelle raison? Christophe, une des fois où j'ai beaucoup ri, c'était lors d'une visite d'école à Marseille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Alors l'année dernière, pas du tout, mais avec Benelux, toute l'équipe se déplace dans toute la France plusieurs fois par an, justement à la rencontre des écoles. On discute avec les gamins, les maîtresses, les parents au portail quand on peut. Et donc, je suis dans une classe et je dis, à quoi ça vous sert, Benelux School? Qu'est-ce que vous aimez bien dedans? Une gamine lève la main et dit, moi, j'aime bien parce que c'est écologique, ça évite d'utiliser du papier. Et là, grand mal m'en a pris. Je lui dis, mais tu sais, Internet, ça fonctionne avec de l'électricité et donc ça pollue également. Et là, je vois sa mine se décomposer et de regarder aussi à travers le regard des autres à quel point elle était fautive là-dedans de polluer la planète. Et moi, pensant bien faire, je dis, mais tu sais, quand tu respires, tu émets aussi du CO2. Et là, la voilà qui prend une grande inspiration, comme dans le gamin dans Astérix en Hispanie. Et à devenir toute rouge comme ça. Évidemment, la classe a beaucoup ri, l'enseignant aussi. Et puis, on a pu réexpliquer de ce que c'était aussi que d'être un être humain et que de conduire des activités. Je trouvais que c'était un moment mignon de découverte et de prise de conscience. Prof, etc. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Ça va être complètement monomaniaque comme réponse. J'adore cérémonialiser les choses. C'est-à-dire que le matin, on se retrouve avec l'équipe, à 9h, on fait le point. Le point, c'est voilà ce qu'on a au programme aujourd'hui, qui fait quoi, qui a besoin de qui et d'informations. Et comme ça, tout le monde sait à peu près ce qui se passe. Et puis, alors, on mange tard, mais à 13h30, tout le monde s'arrête, les mains se lèvent du clavier, c'est le brouhaha et on va manger. Et on a ce côté un peu conservateur chez Benelux. On prend une vraie heure pour manger le midi. On se retrouve ensemble à table, enfin tous ensemble, et on passe ce bon moment. C'est vraiment mon moment préféré de la journée. C'est quand on a fait une belle matinée de travail et que
et qu'il y en a un qui gueule, bon allez, à table, et que tout le monde se lève et qu'on va passer ce moment-là tous ensemble. Et puis rebelote, fin de journée, on fait le point de fin de journée et je rentre à la maison et mon vrai sas, voilà, je change complètement d'état d'esprit, je me mets en cuisine et je cuisine tous les jours. Donc ouais, c'est un peu monomaniaque, j'aime manger, faire à manger et partager la table. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? L'intelligence, probablement. L'intelligence au sens peut-être strict, c'est-à-dire dans la capacité à faire des liens intellectuellement, c'est-à-dire à prendre en considération les informations qui sont disponibles et en produire quelque chose. Ce quelque chose pouvant être une décision, une remarque, une réflexion, une création. J'ai beaucoup d'estime pour l'intelligence et j'ai la chance folle de travailler avec des gens intelligents, que ce soit dans les équipes Benelux, mais aussi dans les rectorats, les collectivités. Il nous arrive quand même de tomber sur des pointures ou dans d'autres entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie et c'est vrai que je peux vite perdre patience quand quelqu'un d'intelligent refuse d'utiliser son intelligence par pure mauvaise foi ou intérêt déplacé. Et c'est là où généralement on se fâche. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Je dirais que pour un ingénieur, puisque c'est ma formation d'origine, je suis plutôt dans le camp des créatifs. Créatifs, en fait, nous, ce qu'on aime bien en ingénierie, Christophe, c'est de raisonner entrée-sortie. C'est-à-dire, je fais entrer quelque chose dans un système, le système fait sa tambouille et il en sort un autre truc. Et généralement, les entrées, c'est assez commun de dire qu'est-ce que je mets dans ce système-là. Par contre, tiens, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait en faire sortir d'intéressant et comment on va le faire sortir ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, tout ce qui est résolution de problèmes au sens large et qui est vraiment quelque chose qu'on doit, et plusieurs chez Benelux, à notre formation initiale, de dire, il y a un problème, il y a un sac de nœuds, il y a quelque chose à dénouer, on peut en faire quelque chose. Donc, on se met au travail et souvent on y arrive. Et ça, c'est vraiment très agréable et je crois que c'est une compétence clé chez nous, la résolution de problèmes. Je parle pas du confinement. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? Dans le récit familial, du côté de ma mère, je suis issu d'une famille de meuniers en Charente, dans la Charente-Limousine. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père était parti à la guerre, prisonnier en Allemagne. Et il y a cette légende familiale de ma grand-mère, cette espèce de femme vraiment dure, usée par la vie, quand moi j'étais gamin, et qui d'un coup s'est mis à faire fonctionner quasiment tout le village, quoi. Il fallait s'occuper des enfants, du moulin, des bêtes, c'était la guerre. Et aussi venir en aide à des familles qui étaient moins aisées que la nôtre à l'époque. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux, déjà par fierté de cette femme-là et aussi pour relativiser. Toutes les fois, on entend « Oh là là, je suis au bout de ma vie, c'est trop compliqué, oh là là, comment on va s'en sortir ?» Je trouve quand même qu'on vit plutôt aujourd'hui dans le monde que nos grands-parents espéraient pour nous et qu'on a tendance à se plaindre de façon inconsidérée parfois, alors qu'on a des situations, nous en tout cas, qui sont tout à fait bonnes. Oui, c'est vrai. Voilà, je dirais ma grand-mère. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès, Benjamin ? Wow. Alors ça, je pense, Christophe, en me posant la question chaque année, j'aurai une réponse différente chaque année. C'est fou parce que au début, évidemment, on cherche à avoir quasiment sa part de, pas de gloire, mais d'être reconnu. Voilà, je vais le dire comme ça. On lance ce produit dans les écoles et puis on voit 10 classes, 50 classes, 100 classes, 1000 classes. Je me souviens très bien de la 1000e classe. C'était tout pour nous. Et puis finalement, l'âge aussi faisant, on se dit 1000 classes, c'est très bien, mais c'est qu'un chiffre.
Donc je crois que le succès, mais c'est très lié aussi au mode de l'époque, c'est de réussir à être complètement aligné vraiment au quotidien dans l'entreprise avec ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, c'est très aligné. Et ça ne veut pas dire que les journées sont simples, mais ça veut dire que c'est plus facile de mettre un grand niveau d'engagement dans ce qu'on fait parce qu'on y croit vraiment et que ça nous convient. Il y a un truc qu'on dit chez Benelux, alors c'est pas classe, hein, c'est hors de question de baisser la culotte. Et je crois que c'est une position, alors ça nous a valu des démêlés quand même avec pas mal de rectorats, parfois avec le ministère, mais ce côté droit dans les bottes, en fait, on assume ce qu'on fait et on a assez peu clients de la compromission. Et ça, sur le long terme, ça nous permet de travailler aujourd'hui dans les conditions qu'on aime bien, quoi. On baisse pas la culotte. Alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais j'ai une dernière question à vous poser. Vite. Ouais, ça passe vite. Bah oui, parce que je dois être mon sujet préféré. C'est peut-être pour ça que je trouve que ça passe vite. Ouais, tant mieux pour les poditeurs et pour moi. Ma dernière question est la suivante. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? Ce que je me souhaite pour les 2 prochaines années, en restant dans le champ professionnel, on aimerait chez Benelux, et ça fait longtemps qu'on tourne autour de cette idée-là, et on n'arrive pas à y consacrer le temps qu'on aimerait consacrer, sortir un vrai produit jeunesse. Pas un truc scolaire. Un produit jeunesse avec les héros de Benelux, quelque chose qui assume que ce soit du divertissement et qui soit néanmoins placé dans un cadre qui soit ambitieux sur le plan intellectuel et culturel. De se dire, oui, c'est du divertissement, c'est pas une fausse promesse d'apprendre en s'amusant. On va vraiment s'amuser, mais on peut s'amuser dans un cadre à la quête des savoirs qui est tout à fait épanouissant. On a beaucoup d'idées sur le billard, là, et j'aimerais que sur les 2 ans qui viennent, on ait réussi à sortir le premier. Ouais, voilà ce que je nous souhaite, d'avoir sorti ça. Merci Benjamin d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Et merci Christophe pour la proposition. Vous trouverez toutes les références sur Benelux, Navi et EdTech France en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie, vous aussi, de partager votre côté, etc. avec les poditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.